t'en prie, tu restes avec nous. Et je vais du coup demander à Jamel de venir nous rejoindre, toujours dans son rôle de grand témoin. Mesdames, non, vous êtes toujours en ligne avec nous. Juste une chose, j'ai une question sur Slido qui est très pratico-pratique et qui est pour toi, Valérie. La gestion des lits est synchronisée avec le ROR de façon automatique, utilisation BJML. Oui, j'avoue que là, ça dépasse un peu mes compétences, donc je t'en prie. Oui, en effet. En fait, pour mettre en place ce plan d'amélioration d'accueil des patients et de la gestion du flux des patients des urgences, il a fallu qu'on calcule un BJML, besoin journalier moyen en lit. D'accord ? Et là, c'est là où on a fait appel aux équipes logisticiennes, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on travaille sur les stats d'activité des urgences, spécialité par spécialité. On l'a fait quasiment au jour le jour. Et donc, on a eu une vision globale à la fin d'une année sur le nombre de patients arrivés aux urgences, combien repartaient à domicile, combien étaient hospitalisés. C'est à peu près une moyenne et qui est relativement lissée sur toute l'année. À 30% des arrivées aux urgences sont hospitalisés. Et sur ces 30% d'hospitalisation, on a était jusqu'à la finesse de dire combien de patients relèvent de telle spécialité chaque jour, ce qui nous a permis après d'avoir un recensement des besoins journaliers en lit et après tout un calcul qui est arrivé au niveau même des services où on leur a demandé de nous donner chaque jour, c'est-à-dire l'idée du lit dédié dont je vous ai parlé tout à l'heure, chaque spécialité en fonction de l'activité des urgences en lien avec leur spécialité médicale nous a donné un nombre de lits dédiés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je pense que oui, j'avoue, mais voilà, on évacue la question technique, et puis comme ça nous permettra de nous recentrer sur la question effectivement de l'intelligence collective. Jamel, je t'ai vu encore prendre plein de notes, donc je te propose de jouer ton rôle de grand témoin. Oui, bonjour à toutes et à tous. En fait, juste en termes de synthèse, ce que je trouve au travers des différentes interventions, c'est que finalement, ce que je retiens, c'est le développement de l'intelligence collective, c'est facilité et simplicité. Pas d'usine à gaz. Chacun des témoins qui aujourd'hui a exprimé un certain nombre de choses. Je vais commencer par M. Moulet au travers de la logistique au centre du jeu. Et je confirme effectivement cette orientation extrêmement intéressante et pertinente. La NAP, il y a quelques années, nous étions sur des sujets portés par l'institution, qui était le développement de la chirurgie ambulatoire, mais qui implique surtout, finalement, au travers du chemin clinique, de s'intéresser à la réorganisation du bloc opératoire et au brancardage. Et on a fait travailler, on a fait travailler 20 praticiens, 10 chirurgiens, 10 anesthésistes, au travers de jeux légaux, pour montrer l'importance du sujet du brancardage. Et donc, effectivement, cette orientation est extrêmement intéressante et pertinente. Quant à Madame Neveu, et là aussi, c'est des sujets qui sont très prégnants au sein de l'agence sur la problématique de gestion des lits, parce que globalement, là aussi, sujet très important pour savoir comment finalement on peut désengorger les urgences, comment on peut... Et l'orientation qui a été prise et sur laquelle vous nous avez fait cette illustration est extrêmement pertinente parce que par des mécanismes assez simples, vous mettez en avant finalement cette démarche collective qui permet d'embarquer l'ensemble des acteurs. Sur les interventions d'Asma et Laura sur la partie innovation collective, collaborative, alors elle n'était pas encore à la NAP, mais historiquement, l'agence a travaillé sur des sujets de design thinking, notamment avec le CHU de Caen, sur un sujet aussi simple que le fait que des enfants avaient extrêmement peur du scanner. Et donc, de fait, comment on peut appréhender le sujet du scanner. Donc, il y a eu tout un travail avec les acteurs de terrain pour, entre guillemets, maquiller le scanner, de telle sorte que ce soit un objet pour les enfants au travers de décalcomanie qui évite d'effrayer les enfants et pour lesquels ils étaient tout ravis, tout contents d'aller finalement faire ce type d'examen. Et enfin, sur le tri des déchets, Monsieur Eyma, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Merci Jamel pour ce tour. Du coup, moi, j'aurais aussi une question donc, pour prendre un peu de hauteur. En fait, au travers de vos présentations, j'ai compris que l'un des enjeux de l'intelligence collective, c'était de créer un cadre où les barrières tombent, où les masques, les postures peut-être professionnelles qu'on a dans un contexte professionnel qui est régi par des normes, par des contraintes, par des codes, pour à l'inverse essayer de créer un cadre de confiance, d'ouverture, d'envie et de compréhension. Mais j'ai envie de vous dire comment est-ce qu'on fait. On l'a vu d'un point de vue méthodologique,
qu'il existe des outils, mais d'un point de vue humain. Comment est-ce qu'on fait pour générer la confiance dans une équipe? Est-ce qu'il faut avoir une légitimité parce qu'on est adoubé, parce qu'on vient de la profession? Du coup, toi, Valérie, tu es soignante et tu es avec des logisticiens. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être, mesdames aussi, à distance, n'hésitez pas à nous dire comment est-ce qu'on fait d'un point de vue humain pour générer la confiance et créer ce cadre? Vous avez 3 heures. Moi, si je veux répondre en premier, c'est de dire, en effet, on peut être du cru comme on peut ne pas l'être, en fait. Et c'est ça qui est très important, c'est la posture de la personne qui va être dans la coordination de projet, qui va faire que on va pouvoir justement faire adhérer les gens qui sont autour de nous et qui... parce que si on est dans cette posture d'écoute, de compréhension, et c'est là où je disais tout à l'heure, nous, à la DOP, on a un travail important de compréhension des besoins et d'analyse des situations sans jugement, de compréhension vraiment, et avec le binôme soignant-logisticien qui permet d'avoir en fait tous les champs des possibles qu'on doit écrire et qu'on doit comprendre. Parce que si on se focalise que sur les soignants, parce que c'est le focus facile à faire à l'hôpital, mais on ne peut pas travailler sans tous les services supports. Et c'est faire comprendre ça aussi aux soignants. Moi, quand j'ai intégré il y a quelques années la MAP, je me suis pris une grande claque parce que j'étais aide-soignante, infirmière, cadre de santé, cadre supérieur de santé. J'ai évolué au sein de l'hôpital, mais du coup, dans mon champ d'activité très soignant. Et je n'avais pas pris conscience, mais vraiment, je peux le dire aujourd'hui, je n'avais pas pris conscience que tout ce que je pouvais faire, je ne pouvais le faire que si j'avais le service informatique, la téléphonie, le brancardier, le gestionnaire des déchets. Enfin, voilà, si tout ça, tout ce monde, toutes ces fourmilières ne gravitaient pas autour de moi, infirmière ou cadre de santé, j'y arrivais pas. Et ben, il a fallu qu'il y ait un logisticien qui soit mon binôme, qui me dise, mais quand tu fais ça, si tu le fais toute seule, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'arrivais jamais à aller au bout, en fait, de l'étape. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre quand on commence un projet pour faire adhérer les gens, c'est mettre autour de la table tout le monde, non pas que les soignants, tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on s'oblige à faire, mais on le fait avec plaisir, et d'être dans l'écoute et dans la compréhension des problématiques de chacun. Laurent, je te voyais opiner du chef, Vincent aussi, mais oui, c'est très vrai. J'adhère à 100%. Effectivement, le principe du jeu, c'est quand même un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que concrètement, oui, il y a peut-être des leaders d'opinion, mais ça y est, on enfile un costume du joueur. Et donc, en fait, et puis en plus, on déstresse parce qu'on n'est pas sur un enjeu professionnel. On est là pour jouer. Donc, effectivement, ça met tout le monde dans une atmosphère assez ouverte. Et cette notion d'égalité, entre guillemets, s'impose. Voilà. Après, à l'animateur, bien sûr, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'un leadership qui vient s'imposer au détriment des différents acteurs. Voilà. Vincent, je ne sais pas si tu as... C'est très bien résumé. Je crois que quand on a bien compris les contraintes de chacun sur chacun son domaine d'activité, je crois qu'autour d'un partage et d'un vrai groupe de travail pluridisciplinaire, la solution, elle arrive ensemble, et aussi bien de l'intelligence collective à 100%. Mais alors du coup, pour aller un peu plus loin dans ma question, mesdames, n'hésitez pas à lever la main numériquement parlant, parce que je vous vois dans l'écran. Pour aller plus loin dans ma question, c'est est-ce qu'il faut des compétences, le facilitateur, est-ce qu'il a besoin de compétences humaines? Par exemple, est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un de souriant, quelqu'un d'avenant? Est-ce que ces compétences, on peut les acquérir? Ou est-ce que quelqu'un qui a une bonne méthodologie et qui n'a pas forcément ces compétences humaines peut réussir l'intelligence collective? Comme c'est de l'humain, l'intelligence collective. Difficile. Je suis pas sûr. Pardon. Je suis pas sûr qu'il y ait un profil type. Hein. Okay. Ça a apporté tout le monde. C'est important de le dire. De l'écoute, attention, beaucoup d'écoute et attention aux censeurs. Et pas de jugement. Le spécialiste est souvent peut se mettre en position de censeur et ça peut porter préjudice à une démarche d'intelligence collective, d'expérience. Voilà. Et Laura, Asma, vous avez levé la main, non? Oui, je complète. Je suis à 100% d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment sur le fait que ça peut être, entre guillemets, n'importe qui, et finalement, c'est plus des qualités humaines qu'une formation. Donc, effectivement, ça ne doit pas être quelqu'un qui censure, quelqu'un qui ne juge pas, qui est prêt à écouter des avis, y compris différents du sien, etc. Mais je rajouterais quand même deux choses. La première, c'est de
c'est un peu la stratégie des petits pas et ça va bien avec tout ce qu'on vous a présenté d'itération, etc. C'est de se dire la confiance, elle se gagne et du coup, faut pas tout miser, se dire il y a un grand moment, un grand raout collaboratif où je vais mettre tout le monde autour de la table et faut que ça marche. Mais se dire finalement, il y a plein de petits moments et peut-être que dans les premiers, j'aurai des défiants, mais que 3 semaines plus tard, quand je vais les ressolliciter, qu'ils auront vu que j'ai entendu leur vigilance, que j'ai pris en compte les points de vue de tout le monde, ils auront un peu plus confiance et ça va s'acquérir dans le temps. Et le deuxième point, c'est que sur le côté compétence de la personne qui anime, il y a les compétences théoriques et tout le monde peut faire une formation de 3 jours en design thinking. C'est facile, c'est accessible à tout le monde et j'ai même envie de dire, il y a tellement de ressources en ligne qu'il n'y a même pas besoin de passer par là. Et il y a les compétences pratiques, animer ce genre de session. Finalement, c'est plus par la pratique et moi je regarderais plus. Enfin, faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Il faut plus regarder les heures de vol que le diplôme ou n'importe qui peut le faire et n'importe quelle profession peut le faire, mais aussi avoir conscience que plus il va en faire et plus ça va être facile, il pourra déjouer les petits pièges ou les risques et les anticiper, pardon. Et Laura, vous vouliez compléter ou tout à fait d'accord avec Asma? Alors, je suis totalement alignée. C'est plus finalement ce qui me vient, un pont entre les premières réponses à la précédente question et celle-ci. Et un point transversal que je vois finalement est celui d'être en capacité d'accueillir le récit et les situations quotidiennes des personnes. Et à partir du moment où on est finalement capable d'entendre ça et de le prendre en compte, finalement, là, les jeux de posture commencent à s'effacer, parce que parler de son quotidien et ce qu'on vit, ben, en fait, c'est pas... il ne peut pas y avoir de jugement, il ne peut pas y avoir de vrai faux, ça n'existe pas. On est là pour accueillir finalement le vécu de chacun et vraiment les situations professionnelles, là par exemple en l'occurrence, et finalement à ce prix-là, de l'accueil du récit et de la réalité de chacun au quotidien, il y a justement cette confiance qui peut se mettre en place. Donc l'intelligence collective, c'est aussi apprendre à être soi-même, un peu être oui, soi-même de manière confiant avec l'autre et sans jugement, effectivement, sans hiérarchie. Valérie. Je voulais juste dire aussi, et ça reprend tous ces éléments-là, aujourd'hui, il y a un terme qu'on entend beaucoup, mais que j'apprécie, c'est la médiation. Et si on a une posture de médiateur, et notamment de médiation de projet, parce que la médiation, c'est pas que de la gestion de conflits, on est exactement dans, normalement, la bonne démarche pour que justement chacun puisse, en effet, s'exprimer et donner la parole à chacun et évoluer, parce qu'on est dans de la médiation de projet. Question, réaction de la salle. Oui, Imad, on va t'apporter un micro et je t'ai vu aussi. Ah, merci Christophe. Merci. Merci pour ce retour d'expérience. Merci Vincent, c'est impressionnant les chiffres que tu as cités, que tu as indiqués. Sache qu'on recrute au CHU d'Amiens. On a des trottinettes électriques et on paye bien. Merci également pour le retour d'expérience de CHU de Poitiers. Vous étiez précurseur pour la logistique d'étage, vous étiez en avance de phase. Et là, on voit que vous êtes en avance de phase pour la création de la DOP. Et ça, je me réjouis en fait de voir ce retour d'expérience. J'ai visité les hôpitaux universitaires de Genève en 2019. Ils ont réussi à transférer la direction logistique en direction des opérations en 2011, en mettant une direction qui pilote l'ensemble des flux physiques et l'ensemble des flux plutôt humains. Donc c'est une direction des opérations qui intègre la pharmacie, la logistique, le transport patient, le bloc opératoire. Et donc ils ont réussi à casser les silos. Et la question que je vous pose, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin ? Oh si ça tenait qu'à moi, oui, mais je tire pas les ficelles. Oui, Christophe. Non, mais clairement, on voit tous les champs des possibles et ça, il faut qu'on s'associe tous et que les différentes directions prennent à bras-le-corps certaines missions. Et on voit que c'est justement tellement pluridisciplinaire qu'il faudrait qu'on appartienne tous à une grande direction DOP, oui. Il y a un exemple qui m'impressionne toujours, c'est le domaine aéroportuaire, où ils ont réussi à créer en fait une tour de contrôle, donc c'est l'équivalence d'une DOP, qui assure la sécurité, la fluidité des mouvements et qui a fait ses preuves. Dans le secteur aéroportuaire, il n'y a pas de raison de transposer ce modèle dans nos établissements. Je suis d'accord. Il y avait juste ton voisin en face de toi qui voulait intervenir. J'ai juste un petit mot. À Poitiers, on est même à un moment allé encore un tout petit peu plus loin.
Alors, là-dessus, je veux dire deux choses. Il y a aussi le bon moment, et être en avance, c'est bien, mais parfois, on est trop en avance, et le public ne vous suit pas, ou du moins, votre environnement ne vous suit pas. À Poitiers, on est même allé jeter un tout petit peu en avance. On avait fait rentrer un logisticien des blocs. Pour parler des logisticiens, on était parti pour faire du MRP des blocs. Bon, on n'est pas allé au bout parce que là, on est rentré, par contre, face à la résistance des médecins, des chirurgiens, donc vraiment des praticiens. Et ces gens-là ne sont pas forcément prêts à lâcher leurs prérogatives. Et c'est des choses qu'on a évoquées sur les deux jours. À quel moment, lorsque je prends une certaine activité, même si je ne suis pas le meilleur pour le faire, elle m'appartient, je n'ai pas envie de la lâcher. Les chirurgiens n'avaient pas envie de lâcher la programmation de leur bloc, même si elle n'est pas forcément faite, même si on se retrouvait avec des vacations de 12 heures, là où les blocs ne sont ouverts que 10, par exemple. On n'est pas allé au bout, mais à un moment, on est allé jusqu'à là, jusqu'à tenter ça. Oui, je vous rejoins complètement. En fait, le sujet de la collaboration entre les acteurs, il y a différents éléments, à la fois des éléments de baronnie, parce que finalement, c'est ma chapelle, c'est mon pouvoir, c'est mon mode de fonctionnement. Il y a le sujet de la peur, c'est-à-dire, c'est ce que vous illustrez, j'ai peur de perdre mon environnement. Et lorsque finalement on a compris que tout ça est au bénéfice du soignant, on évolue de manière très importante. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les sujets médico-chirurgicaux, puisque globalement à un moment donné on était vraiment sur l'accompagnement d'un grand nombre d'établissements sur le développement de la chirurgie ambulatoire. Donc j'en ai visité des blocs opératoires privés, publics, ESPIC de différentes tailles. Et j'ai un établissement en tête où globalement le sujet de la vacation opératoire n'était pas un sujet. Pourquoi ? Parce que globalement, on s'adaptait en fonction de la patientèle, en fonction du volume, en fonction des actes chirurgicaux. Et aujourd'hui, cet établissement en question, on vient du monde entier pour voir comment finalement on arrive, quel que soit le chirurgien, à faire l'acte chirurgical de la même manière. Il y a différentes techniques. Les actes finalement de protocole d'analgésie, là aussi, ont été mis en œuvre avec un processus de gestion des signatures qui permettent une fluidité, tout ça pour le patient. Et finalement, l'innovation collaborative doit concourir à porter ces éléments-là dans une optique finalement de bien-être pour le patient. Merci. Autre question, réaction au fond, Florin ? Florin, vas-y, on t'apporte un micro tout de suite. Je rappelle la petite règle, hein, merci de se présenter. Florin, tu étais avec nous l'année dernière. Bonjour. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Donc, Florin Ardéléon, directeur logistique au CHU de Reims. Et la question s'adresse plutôt pour Vincent. Dans la gestion des déchets, vous n'avez pas tout à fait abordé le sujet du biodéchet. Est-ce que vous avez des projets là-dessus ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, le biodéchet, c'est un sujet qui est assez complexe, malgré qu'on collecte 100 tonnes de biodéchets par an, uniquement sur les self et unités de production. On a fait un test sur un cycle de 24 jours sur 2 unités de soins pour se projeter et aller chercher le reste du plateau patient. C'est pas simple parce qu'on a mis la barre assez haute. On a créé un chariot prototype pour se dire, quand le plateau repas, parce qu'on a une liaison froide, quand le plateau sort de la chambre, on va faire le tri. On est allé jusqu'à enlever l'opercule de la barquette plastique, la mettre dans une poche. Premier contenant. Un contenant pour le biodéchet, un contenant pour le DOM et un autre contenant pour la barquette plastique. Donc on a fait ça sur un cycle de 24 jours. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était quand même dans la moyenne nationale à 145 grammes de reste par plateau. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets ? On les redescend en zone de regroupement et on s'est challengé. On a nettoyé les barquettes plastiques pour pouvoir les valoriser. Parce qu'une barquette souillée, personne n'en veut aujourd'hui. Elle est pas valorisable. Donc on a fait un test. On a fait du nettoyage dans des machines à laver classiques sur un cycle de rinçage. Les barquettes, elles sortent propres et le professionnel était prêt à nous les reprendre. Donc, après avoir fait ça sur un cycle de 24 jours, quelques petits calculs, 2 millions de repas par an au CHU de Toulouse, 400 tonnes de biodéchets en plus par an à gérer. Donc, on va s'engager dans la démarche, mais je pense qu'on va s'engager de manière progressive. Pourquoi ? Parce que structurellement,
aucun établissement. Quand je dis établissement, on est dans multi-sites, on travaille avec des AGV, donc il va falloir vraiment réfléchir de manière progressive à leur bonne organisation, et pour les soignants, pour l'acte de tri, et pour le patient aussi, parce que lui aussi peut nous aider. En fin de repas, on peut lui faire un petit schéma en disant merci de mettre les plastiques de ce côté, merci de mettre le petit pot de yaourt de l'autre. Donc vraiment, on a eu cette réflexion, mais il faut s'y engager. La barquette plastique, elle fait peur à tout le monde, elle fait peur à tous les ingénieurs de restauration, parce que je crois qu'ils étaient aux journées de lui dire, ils ont dû en parler. Donc, ouais, une vraie réflexion. Ok, merci. Je vais juste compléter que du coup, ce travail-là de tri et de revalorisation des biodéchets, peut-être que ça doit être mené bien en amont, c'est-à-dire en partant de la phase d'achat du produit, de la qualité du produit. Donc ça, c'est un peu moins la partie logistique qui rentre en jeu, mais est-ce qu'on ne doit pas se poser la question davantage sur la qualité des produits et la façon dont on va présenter le plat pour le patient ou voire le résident, s'il s'agit des EHPAD? Je dis ça parce que je l'ai vécu d'expérience, où même malgré le fait que le plat soit correctement préparé, si la finalité n'a pas été bonne, j'entends par là une remise en température qui n'est pas conforme ou une présentation qui est mauvaise, bah, ça part à la poubelle, clairement parlant. Est-ce que ça, c'est pas un travail qui doit pas être mené en commun avec la partie restauration et, in fine, de ne plus avoir à la gérer, le déchet, de mieux gérer les commandes et la qualité du produit? À mon sens, sur des petites structures, on peut revenir à la porcelaine, on peut revenir au service chaud, on peut doser selon la patientèle. Je pense qu'on peut tout faire. Quand on est sur des établissements de 600 lits et autres, sincèrement, le collègue de restauration, il s'arrache les cheveux pour y aller, mais faire machine arrière, c'est hyper compliqué, quoi. Hyper compliqué. Ok, merci. Merci à toi, Florent. Autre question, réaction? Ah, pardon. Là, bien lever la main. Merci, Christophe. Olivier Jorlimont, donc, enseignant à l'EHESP à Rennes. Merci pour vos présentations. Sur l'aspect du jeu, sur l'aspect ludique, sur l'aspect de concertation avec la direction des opérations, sur l'aspect de préservation de l'environnement avec les déchets, sur l'aspect formation, design thinking représenté à distance et en présentiel. Je me pose une question. Le conflit peut avoir une appréhension un peu négative en disant le conflit, on va chercher à l'éviter, on va chercher à le prévenir. En tout cas, on va systématiquement essayer de le traiter avec un collectif. Dans vos pratiques, dans quelle situation le conflit est une solution en elle-même? C'est-à-dire l'expression du conflit, l'expression de divergences de points de vue qui ne sont pas forcément conciliables. Est-ce qu'il y a des espaces pour l'expression des conflits? Et est-ce que vous créez des espaces pour traiter, analyser, comprendre ces conflits qui peuvent être des sources de transformation pour nos institutions, notamment dans le champ de la santé? La question est très longue. Vous avez 3h30. Mais c'est une très bonne question. Qui s'y colle? Je peux commencer. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet, la problématique du conflit. On peut effectivement éviter le conflit en n'intégrant pas les acteurs qui s'expriment et en se disant, finalement, s'ils ne font pas partie du sujet, on va régler la problématique. Et on se trompe parce que les acteurs qui aujourd'hui expriment, et on l'a dit tout à l'heure, des éléments de peur parce qu'ils sont dans le conflit, bien au contraire, il faut les intégrer dans cet espace de discussion parce qu'à partir du moment où on a réussi à les convaincre, finalement, le sujet il est gagné et ils font effet boule de neige sur l'ensemble des acteurs qui eux-mêmes ont ces éléments de peur. Donc vraiment, le conflit, on ne doit pas l'ignorer, on doit l'intégrer, on doit écouter et prendre en compte et en tout cas argumenter et convaincre les acteurs qui aujourd'hui sont dans cette mécanique-là. Oui, Valérie, puis Laurent, peut-être un avis sur la question. Oui, clairement, nous, en tous les cas, on s'attache vraiment à mettre tout le monde autour de la table et on le sait à l'avance
quand il va y avoir conflit ou en tous les cas source de désaccord. Nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est le vie ma vie, c'est-à-dire qu'on peut le faire par exemple avec des chirurgiens qui sont toujours en train de critiquer le brancardage, ça va jamais assez vite, c'est de toute façon toujours de leur faute. C'est bah oui, mais si on suit le brancardier, on peut arriver dans un service de soins et le patient n'est pas prêt, par exemple, et là c'est pas de la faute du brancardier, donc il va falloir expliquer que il faut aussi que les services de soins jouent le jeu. Donc non, il faut vraiment intégrer les gens, enfin tous les partenaires doivent être intégrés, que ça soit sur un versant plutôt favorable ou plutôt inquiet et conflictuel. Claude. Alors, comme je suis assez précis sur les mots, moi je crois que ce qui est dangereux, c'est le conflit. Ce qui est intéressant, c'est la confrontation. Et en fait, s'il y a confrontation, on peut peut-être éviter effectivement le conflit. Et je précise sur la notion de confrontation, je crois que ce qui est important, ce n'est pas la confrontation des personnes, c'est la confrontation des points de vue. Et là, pour le coup, autant je peux penser effectivement que la fonction de facilitation est assez naturelle, peut être acquise à tout un chacun, mais je pense qu'il y a à avoir une réflexion sur soi quand on est facilitateur. Et je suis assez d'accord, madame, avec votre point de vue. Je crois, et j'en suis le témoin, il faut mieux être à l'extérieur, parfois, parce que finalement, on n'a pas de point de vue spécifique. On n'est pas centré sur un jugement de valeur, sur quelque chose ou autre chose. On est intéressé parce que ce qui est en train de se passer. Et je trouve intéressant, parce que je pense que nos sociétés ont un peu tendance à évacuer la confrontation. Et peut-être que l'outil, d'ailleurs, est un faux ami, parfois, parce qu'il cache quelque chose de plus profond. Je me souviens hier, quelqu'un, en parlant du logisticien de soins, a parlé de conseil d'expression, en lui donnant un titre. C'est-à-dire de permettre, de favoriser déjà l'expression. Et je trouve ça relativement intéressant. C'est déjà un premier pas qui peut permettre de désamorcer, pour le coup, un certain nombre de conflits. Enfin, de mon point de vue. Merci. Laurent, tu voulais réagir tout à l'heure ? Oui, mais la confrontation est excellente en termes de jeu. Vous comprenez que la confrontation, en fait, l'enjeu n'est pas... C'est le jeu, c'est de perdre ou c'est de gagner. Donc c'est un magnifique outil pour désamorcer une optique d'une personne. Voilà. Alors après, ce n'est qu'un jeu. Dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Voilà. Bien, je propose de prendre une dernière question. Non ? En tout cas, j'espère que vous avez été convaincus par l'intelligence collective et de son potentiel et de sa puissance. En tout cas, un grand merci à nos intervenants pour leurs interventions. Merci, mesdames, à distance. Au plaisir de vous retrouver peut-être physiquement dans d'autres congrès. Merci encore et bonne journée.